Bonjour, donc je fais cette vidéo parce que j'aimerais revenir sur une réforme qui avait été déjà annoncée pendant la campagne et que là le gouvernement prévoit de faire voter à l'automne pour la mettre en application dès l'année prochaine, dès 2018. Cette réforme porte sur le changement de financement de la sécurité sociale. Il s'agit de transférer ce financement des cotisations sociales qui sont prélevées sur les salaires vers la CSG. Donc la CSG, c'est la contribution sociale généralisée, donc il s'agit d'un impôt qui est prélevé sur tous les revenus en fait. Donc, tandis que les cotisations sociales sont payées uniquement par les actifs, eh bien la CSG est payée également par les personnes, soit les personnes inactives ou les actifs sans emploi, les personnes au chômage, puisque la CSG est également prélevée sur les revenus en remplacement. Oui, j'aimerais revenir sur cette réforme parce qu'il me semble que c'est vraiment une mesure très importante et finalement on en parle assez peu par rapport par exemple à la réforme du marché du travail et il me semble que celle-ci est à peu près au moins aussi importante. C'est pour ça que j'aimerais qu'on identifie un petit peu ces significations profondes. Alors d'abord, quels sont les objectifs? Pourquoi cette réforme? Il y a un premier objectif, c'est un objectif de changement de la répartition du financement de la sécurité sociale. Il s'agit justement de faire contribuer davantage les personnes inactives, c'est-à-dire en particulier faire contribuer davantage les retraités, qui sont des bénéficiaires importants du système de sécurité sociale, notamment parce qu'aussi les peut-être davantage touchés par les maladies, et donc il s'agit de faire contribuer davantage ces personnes en prenant en compte le fait que depuis la création de la sécurité sociale en 1945, la répartition des revenus entre les classes d'âge s'est transformée, et tandis que dans les années 40, 50, 60, la pauvreté, la précarité touchait en particulier les personnes âgées, aujourd'hui ça s'est un petit peu changé, et ce qu'on constate c'est qu'aujourd'hui les revenus élevés, les patrimoines élevés sont plutôt concentrés du côté des personnes retraitées, tandis que les situations de difficultés sociales concernent beaucoup les jeunes ou les actifs seniors. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des retraités en difficulté. D'ailleurs, dans la réforme, il est prévu que la CSG n'augmente pas autant pour les petites retraites. Bon. Donc on pourrait voir voilà, un premier objectif, un objectif de justice sociale, au sens où la justice sociale, qu'est-ce que c'est? C'est la répartition des coûts et des bénéfices des produits de la société, de la richesse produite par une société. Bon. Un second objectif, c'est celui avancé par le gouvernement, c'est celui d'une amélioration du pouvoir d'achat des salariés, puisque même s'ils verraient leur CSG augmenter, la baisse des cotisations sociales leur donnerait au final un revenu un peu plus élevé et donc une plus grande capacité à consommer. Voilà, et on peut penser qu'il y a un autre objectif qui est un peu moins mis en avant mais qui est aussi dans l'air du temps, c'est la question de la baisse du coût du travail, puisqu'il s'agirait de faire baisser les charges sociales qui sont en fait payées par les entreprises. Voilà, donc ça ce sont les objectifs de la réforme, mais ce qu'il faut voir, c'est que derrière ça, donc là on a les objectifs officiels de la réforme, il faudrait voir un petit peu sa signification un peu plus globale, plus profonde sur le système de protection sociale français, parce que c'est pas du tout il ne s'agit pas du tout d'une mesure anecdotique en fait, ce changement de financement. On peut même voir un changement de modèle social. Donc qu'est-ce qu'on entend par modèle social? On entend l'ensemble des institutions qui vont prendre en charge des risques sociaux dans une société donnée. Et donc qu'est-ce que c'est qu'un risque social? Eh bien, on désigne par là tout changement de situation qui va affecter un individu ou éventuellement un groupe d'individus, et ce changement de situation va altérer sa capacité à s'insérer dans la société, à s'insérer notamment sur le marché du travail, et apporter sa contribution, si vous voulez, à la société, et pour lui, à subvenir à ses besoins. Donc les principaux risques sociaux qu'on identifie, c'est la maladie, le handicap, la vieillesse, et puis le chômage.
Alors, sachant bien que lorsqu'on parle de risque social, on insiste sur un double aspect. On dit que ce risque, c'est un risque qui pèse sur l'individu, mais en même temps, à travers l'individu, qui pèse sur l'ensemble de la société, parce que l'individu participe à la vie sociale, et donc s'il n'est plus capable de remplir sa fonction, eh bien ça nuira à l'ensemble de la collectivité. Et en un autre sens, on veut dire par là que certes l'individu subit un dommage, mais il subit un dommage en tant que membre de la société. Et donc ce dommage, il n'est pas le seul responsable. Et donc les autres doivent, d'une certaine manière, l'aider. Il y a aussi dans l'idée de risque social une dimension de solidarité collective. Alors, je pense que c'est important de faire un petit point d'histoire sur cette notion de modèle social. En un sens, on pourrait dire que toutes les sociétés ont mis en œuvre des formes de protection sociale. Alors, par exemple, si on remonte jusqu'à la Rome antique, eh bien à cette époque-là, on avait tout le système du clientélisme. Vous savez que le système du clientélisme, c'était en fait les grandes familles, les patriciens, les familles aristocratiques romaines, entretenaient des personnes de la plaine, c'est-à-dire du petit peuple, mais non esclaves, qui vivaient un petit peu à leurs dépens et en échange de services, plutôt des services en nature en fait, donc des missions, des fonctions, et ils étaient rétribués eux-mêmes en nature par de la nourriture, par des soins. Bon. Au Moyen-Âge, la protection sociale était essentiellement gérée par les institutions ecclésiastiques, par l'Église. Et on a eu une dynamique, si vous voulez, à partir de la fin du Moyen-Âge, la Renaissance, de sécularisation de ces institutions, c'est-à-dire les hospices, les hôpitaux. Donc les villes et les États, à partir du moment où ils ont commencé à s'émanciper de la tutelle de l'Église et à affirmer leur autorité, ont du même coup revendiqué un pouvoir de gestion sur ces institutions. Alors, une période charnière qui est très importante pour comprendre les modèles sociaux qui existent aujourd'hui en Europe, c'est la période, si vous voulez, de la fin du XVIIIe siècle, avec la naissance du capitalisme industriel, c'est-à-dire cette économie qui va être fondée sur la propriété privée des moyens de production et une économie de marché, une économie décentralisée, c'est-à-dire où il y a plusieurs acteurs qui participent à l'économie, il n'y a pas un décideur qu'on pourrait avoir au contraire dans une économie, ce qu'on appelle une économie planifiée. À cette même période, il y a une idéologie, en fait, un discours, si vous voulez, qui accompagne l'expansion du capitalisme fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, c'est ce qu'on appelle le discours libéral. Dans la perspective libérale, il y a l'idée qu'une économie efficace doit reposer sur la libre circulation des moyens de production. Les moyens de production, c'est-à-dire, c'est bien les matériaux qui sont utilisés pour produire des choses, mais également le travail lui-même. Le travail est un moyen de production. Donc cette libre circulation doit permettre, si vous voulez, une fixation des prix optimale par le jeu de l'offre et de la demande de biens. Le problème face à ça, c'est que les institutions qui existent à l'époque, qui peuvent être considérées comme les équivalents de ce que nous avons aujourd'hui en termes de protection sociale, vont être considérées comme des obstacles. Il apparaît que le travail se trouve d'une certaine manière cloisonné. Ce qui est en vue en particulier, ce sont à la fois les organismes chargés de gérer la pauvreté, et ainsi que les organismes qui encadrent le travail. Donc, du côté des organismes qui gèrent la pauvreté, on avait tout un système qui était particulièrement développé en Angleterre avec ce qu'on appelait les working houses, mais on avait des équivalents en France avec les maisons pour les pauvres. Les personnes pauvres étaient en fait placées dans des centres où elles étaient, si vous voulez, logées et nourries, mais en même temps où on les forçait à travailler d'une certaine manière de façon à les discipliner. Bon, c'était des organismes où les conditions de vie et de travail étaient extrêmement difficiles, mais si vous voulez, elles empêchaient, de l'autre côté, on pouvait dire qu'elles empêchaient les travailleurs d'être disponibles pour les entreprises. L'autre aspect, c'était les institutions qui encadraient
les différents métiers, ce qu'on appelait les corporations, qui pourraient être d'une certaine manière des espèces d'ancêtres des syndicats. En fait, les corporations réunissaient les membres d'une même profession, et les membres de cette profession allaient fixer en fait les conditions pour être membre de cette profession, mais également déterminer les prix. Dans la perspective libérale, ces institutions devaient être supprimées pour favoriser la concurrence et donc permettre à l'économie de se développer. Et ça va être réalisé en France, notamment sous la Révolution française. La première phase de la Révolution, la phase, si vous voulez, 1789-1792, peut être considérée comme une phase libérale de la Révolution. Et les mesures emblématiques de cela, ce sont ce qu'on appelle les décrets d'Allard, qui vont justement supprimer des corporations, puis la loi Le Chapelier, donc en 1791, qui interdit les organisations de métiers. Donc concrètement, ça va se traduire par en fait, l'interdiction des syndicats et aussi l'interdiction pour les travailleurs de chercher à se réunir pour se protéger collectivement. Alors cette dynamique libérale se poursuit sous l'Empire, sous le Premier Empire, avec la rédaction du Code Napoléon. Donc dans le Code Napoléon, en tout cas celui des années 1804, bon, eh bien, on a une interprétation strictement individualiste du principe de responsabilité. Donc, la responsabilité, c'est que quand il y a un dommage, bon, il y a une personne qui doit être responsable de ce dommage et donc qui devra éventuellement payer des dommages d'intérêt. Avec cette interprétation individualiste de la responsabilité, on a l'idée que l'individu va être le seul responsable des dommages qu'il peut subir sur son lieu de travail. L'employeur ne va pas être du tout considéré comme responsable, donc si vous êtes ouvrier, je ne sais pas, vous coupez un doigt à l'usine, eh bien tant pis pour vous, c'est de votre faute, vous n'avez pas à vous plaindre, ce sera à vous seul de payer pour vos soins et de vous prendre en charge. C'est dans ce cadre légal que va se développer le capitalisme dans la première moitié du XIXe siècle et de façon extrêmement brutale, avec des conditions de travail et de vie extrêmement difficiles pour une bonne partie de la population. Bon, ce qui a donné lieu, si vous voulez, à l'apparition d'un phénomène qu'on a appelé le paupérisme dans les années 1830-1840, c'est-à-dire la formation d'une nouvelle catégorie de pauvres, des pauvres qui travaillent. Ce qui est un changement par rapport à la perception traditionnelle de la pauvreté. La pauvreté traditionnelle, c'était les mendiants, les vagabonds, donc les personnes qui vivent à la marge de la société. Là, désormais, on a des personnes qui sont intégrées à la société, qui travaillent, mais qui, malgré ce travail, n'ont pas les moyens de vivre, n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins, et même travaillent dans des conditions qui nuisent à leur santé. On va avoir face à cette situation un certain nombre de réactions, à la fois intellectuelles et pratiques, et qui vont se traduire notamment par trois courants de pensée qui vont être à l'origine, après, des institutions de protection sociale. Alors, ce premier grand courant de pensée et d'action, c'est le mouvement socialiste, qui se développe en fait dès les années 1820-1830, en Angleterre, en France, en Allemagne, et qui va connaître un développement particulièrement important dans les années 1840-1850, sous l'influence de quelqu'un comme Karl Marx en particulier, qui va chercher à donner une dimension scientifique au socialisme en s'appuyant sur une analyse de la société, avec l'idée qu'il va être nécessaire pour les travailleurs et les ouvriers de s'organiser et d'exercer un contrôle sur les moyens de production, c'est-à-dire sur les usines. En parallèle de cette réflexion intellectuelle, on a un mouvement ouvrier qui se développe de façon en partie autonome, en réaction à la situation qu'ils subissent, et ce que vont faire les mouvements ouvriers, à partir surtout de la seconde moitié du XIXe siècle, c'est commencer à constituer des caisses de prévoyance mutuelle. Donc il va s'agir de mettre en commun de l'argent en vue de se prémunir, notamment par exemple pendant les situations de grève, pour continuer à subvenir à leurs besoins, et par la suite utiliser ces fonds constitués pour financer les soins pour les personnes malades, pour les ouvriers qui se retrouveraient au chômage. Et donc là, on va avoir une première base de constitution, d'institutions de protection collective qui se constituent un petit peu de manière autonome. Donc ça part des individus eux-mêmes qui s'organisent. On a un deuxième courant de pensée qui se développe aussi dans le milieu du XIXe siècle, c'est le courant du catholicisme social.
qui se constitue, si vous voulez, pareil, en réaction au développement d'un capitalisme extrêmement brutal. Le catholicisme social repose sur l'idée que en fait, le développement de la société va à l'encontre d'un certain nombre de principes chrétiens, de principes de la religion chrétienne, notamment des principes de charité, de solidarité, et va donc se développer l'idée que c'est un devoir moral des membres de la société que de venir en aide à leurs membres les plus démunis et de créer une organisation sociale qui tempère les excès du système économique. Enfin, un troisième courant, mais qui est assez influencé par le second, par le catholicisme social, c'est ce qu'on va appeler le patronage. Le patronage, c'est une expression qui a été employée notamment par l'économiste et démographe Frédéric Leplay, qui est un auteur du milieu du XIXe siècle. L'idée du patronage repose sur l'idée que le patron d'une entreprise a un certain nombre d'obligations sociales à remplir. Il ne va pas simplement acheter de la force de travail pour son profit, il a un certain nombre une responsabilité sociale et des devoirs envers ses employés. Ce devoir moral, ça va se traduire par ce qu'on a appelé, si vous voulez, le paternalisme, c'est-à-dire l'employeur va créer un certain nombre d'institutions pour ses employés, qui vont après dépendre de lui d'une certaine manière, mais pour leur assurer un logement décent, une alimentation, assurer l'éducation pour les enfants. Ce qui va s'ajouter à ça, c'est qu'il y a un intérêt du patronat derrière cela, c'est la nécessité de fidéliser les salariés aux entreprises. En effet, à l'époque, les employés sont beaucoup plus mobiles et restent beaucoup moins longtemps dans une entreprise, et étant donné qu'ils sont généralement assez mal payés et travaillent dans des conditions assez difficiles, les employés vont avoir tendance à partir assez vite une fois qu'ils ont réussi à se faire un petit peu d'argent, mais s'ils voient que l'entreprise à côté offre des meilleures conditions, ils partiront assez vite. Et donc, de façon à fixer la main-d'œuvre sur leur lieu de travail, les employeurs vont commencer eux aussi à créer des caisses d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite, pour leurs employés, de manière à les pousser à rester, à être plus fidèles à leur entreprise. Vous voyez, là on a plusieurs origines de caisses d'assurance, de caisses de prévoyance, et ces origines multiples feront en fait, si vous voulez, la complexité du système qui va se mettre en place une fois qu'il va s'institutionnaliser. Donc c'est là qu'on arrive à cette nouvelle phase, la phase d'institutionnalisation des modèles de protection sociale, qui va commencer à intervenir dans la seconde moitié du XIXe siècle. Alors, le pays qui va être le plus avancé en la matière, ça va être l'Allemagne. Dès les années 1860-1870, l'Allemagne, qui est à l'époque est un empire, donc dirigé en fait par le chancelier Otto von Bismarck, en fait l'Allemagne va se doter d'un système public d'assurance maladie, d'assurance vieillesse. Alors en fait il s'agit pour Bismarck, si vous voulez, de réagir face à la montée en puissance à l'époque du mouvement socialiste. Vous avez eu dans les années 1860 la constitution du Parti social-démocrate, qui à l'époque est très influencé par Karl Marx, et devient un peu premier grand parti de masse. Donc pour réagir face à cela, Bismarck se dit il faut que je coupe l'herbe sous le pied des socialistes, et donc je crée moi-même des institutions de protection sociale pour que les ouvriers se disent en fait c'est pas la peine de faire la révolution puisque l'aristocratie défend nos intérêts. Bon, ça c'est un peu l'idée de Bismarck. Dans les autres pays ça va prendre plus de temps. Par exemple si on prend le cas des États-Unis, il faut aller 60 ans plus tard avec la crise des années 30. C'est dans le cas du New Deal que vont vraiment être créées des institutions de protection sociale, avec la création sous l'administration Roosevelt du système de Medicare et Medicaid. Medicare et Medicaid sont des systèmes d'assurance vieillesse et d'assurance maladie, mais qui sont réservés aux personnes les plus pauvres. Alors, pour l'Angleterre,
le moment clé, en fait, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est 1944, avec l'arrivée au pouvoir des travaillistes et la mise en application du rapport Beveridge. William Beveridge était le ministre du Travail du gouvernement travailliste et qui va créer notamment ce qui existe encore aujourd'hui, hein, le NHS, le National Health Service, qui est le système de soins britannique. Si on revient au cas de la France, en France ça s'est fait de manière assez progressive. Alors, une première date assez importante qu'il faut retenir, c'est cette période des années 1890-1900, notamment les années 1890, on va avoir la reconnaissance de l'idée de responsabilité collective. L'idée que la responsabilité ne doit pas reposer uniquement sur l'individu, mais qu'on peut avoir une responsabilité partagée. Donc cette idée-là va être traduite notamment par la réforme de la loi sur les accidents du travail en 1898, et donc qui oblige l'employeur à dédommager son salarié lorsque celui-ci est blessé sur son lieu de travail. Qui aujourd'hui paraît normal, mais qui n'était absolument pas pendant tout le 19e siècle. Ensuite, en 1910, on a une réforme importante qui est la création des assurances ouvrières et paysannes. Donc là, on a des premières assurances publiques qui sont créées en France, mais qui sont réservées encore à des catégories spécifiques. Bon, et finalement, la date clé, enfin celle que vous connaissez, c'est 1945, avec la création de la sécurité sociale. En fait, la sécurité sociale, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est la concrétisation du programme du CNR, du Conseil national de la résistance, et qui va chercher à unifier toutes ces caisses qui avaient été créées un petit peu à droite à gauche pour créer un grand système de protection sociale destiné à l'ensemble des Français. Bon, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ça ne va pas être tout à fait le cas parce que il va y avoir en fait un enjeu de lutte, hein, puisque tout le monde ne va pas être d'accord avec la création de ce système-là, ce qui fait que certaines catégories de travailleurs ne vont pas être intégrées dans le régime de la sécurité sociale. En outre, il faut voir qu'il y a un peu deux visions qui sont un peu en conflit, et la sécurité sociale est issue un petit peu d'un compromis, ou en tout cas d'une sorte d'équilibre entre deux forces. Ces deux forces, c'est les deux grandes forces de la résistance. C'est d'une part le Parti communiste, donc qui lui a un discours socialiste, hein, communiste, voilà, et d'autre part les gaullistes qui eux sont beaucoup plus influencés justement par le catholicisme social. Bon, et donc c'est ce système-là que nous connaissons encore aujourd'hui, alors qui a bien sûr pas mal évolué, qui a bien sûr connu pas mal de transformations, pas mal d'ajouts, de modifications depuis 70 ans. Néanmoins, la grande architecture est posée à ce moment-là. Donc, ce qu'on a pu constater, c'est qu'historiquement, voilà, on a eu plusieurs pays qui ont cherché à mettre en œuvre des systèmes de protection sociale. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que finalement, on est arrivé avec plusieurs modèles. Après, on constate qu'il y a des organisations assez différentes, à la fois dans leur mode de fonctionnement, mais aussi dans leur mode de financement. Et c'est à partir de là qu'on pourrait classer, faire distinguer plusieurs grands modèles. Alors là-dessus, je vais m'appuyer sur un sociologue danois qui s'appelle Gösta Esping Andersen. Donc, dans son ouvrage Les trois mondes de l'État-providence, Esping Andersen propose une classification en trois grands modèles. Alors, il y a un premier modèle, on peut dire premier parce qu'historiquement c'est le premier à s'être constitué, donc c'est le modèle qu'on appelle le plus souvent le modèle bismarckien, que Esping Andersen appelle un modèle conservateur. Le modèle bismarckien est assurantiel, c'est-à-dire comme dans une assurance, vous cotisez et lorsque vous subissez un dommage, eh bien, vous toucherez une allocation en fonction du montant de votre cotisation. Donc le financement de ce modèle-là repose sur des cotisations qui sont prélevées sur les salaires. C'est le modèle qui existe en France. Pourquoi est-ce que Esping Andersen qualifie ce modèle de conservateur? Eh bien parce que comme vos allocations dépendent du montant de vos cotisations, il tend à maintenir la hiérarchie des revenus, que vous soyez dans l'emploi ou hors de l'emploi. En outre, c'est un modèle qui repose sur un principe de gestion corporatiste, c'est-à-dire que les institutions de protection sociale ne sont pas gérées directement
par l'État, mais sont des institutions autonomes. Bon, on peut constater ça en France, hein, la sécurité sociale est constituée par des organismes de droit privé. Et elle est gérée par les partenaires sociaux, c'est-à-dire par les représentants d'abord des syndicats. Bon, ça c'est l'héritage, si vous voulez, de la naissance de la sécurité sociale, qui a d'abord été portée par le Parti communiste et par la Confédération générale des travailleurs, hein, la CGT, et d'autre part par les représentants du patronat. C'est là qu'on est parvenu à ce modèle qu'on appelle du paritarisme, et cette idée que le patronat doit être associé au syndicat pour gérer la sécurité sociale, c'est plutôt les gaullistes qui ont défendu ça face au Parti communiste. Bon, et un autre aspect qu'il faut bien noter, c'est que l'accès aux droits, l'accès aux allocations, dépend de l'emploi, en fait. Puisque il faut que, vous le savez, hein, pour toucher, par exemple, pour toucher des allocations de chômage, il faut avoir travaillé auparavant. Bon, alors, donc ça c'est le premier modèle. Ensuite vous avez un second modèle, le modèle beveridgien, hein, du nom de William Beveridge, le ministre britannique dont je parlais tout à l'heure. Et ce modèle-là que Spink Andersen qualifie de social-démocrate, et qu'on retrouve aujourd'hui principalement dans les pays scandinaves. Alors c'est un modèle qui est un petit peu différent parce que d'abord sa gestion est complètement étatique, hein, ce sont des organismes de droit public qui font partie de l'État. Ensuite, son mode de financement, c'est un mode de financement qui est vraiment différent puisqu'il n'impose pas sur un financement par des cotisations, mais sur un financement par l'impôt. Hein, parce que vous avez des impôts qui sont payés par l'ensemble des individus, l'ensemble des membres de la collectivité. Et donc, le budget des institutions de la protection sociale font partie du budget de l'État. Alors qu'en France, voilà, le modèle bismarckien, le budget de la sécurité sociale est bien distinct du budget de l'État, même s'ils sont l'un et l'autre intégrés dans l'ensemble des dépenses publiques. Enfin, dans le modèle beveridgien, le modèle social-démocrate, eh bien, on a l'accès au droit est universel. Tout citoyen, quel que soit son statut, a accès aux allocations. Alors c'est pour ça que c'est un modèle qui se veut universaliste. Alors selon Spink Andersen, ce modèle social-démocrate, universaliste, est celui qui offre la plus grande démarchandisation. Qu'est-ce que Spink Andersen entend par démarchandisation? C'est l'idée que dans ce système-là, vous allez donner une grande autonomie aux individus par rapport au marché, c'est-à-dire qu'ils vont être moins pressés de rentrer sur le marché du travail pour vite retrouver un emploi que dans les autres modèles. Bon, ça s'oppose à un troisième modèle, qui est celui qui Spink Andersen appelle le modèle libéral, qui existe principalement dans les pays anglo-saxons. Alors, le modèle libéral a certains points communs avec le modèle social-démocrate, au sens où, là aussi, on a un système qui est étatisé, hein, on a un système qui est financé par l'impôt, mais là, la grande différence, c'est sur l'accès aux droits. Alors déjà, ici, première différence, c'est que dans le modèle social-démocrate, les allocations sont élevées, justement pour donner cette indépendance aux individus. Dans le modèle libéral, les allocations sont de faible niveau. Deuxième caractéristique, l'accès à ces droits n'est pas universel. L'accès aux droits est ici sous condition de ressources, c'est-à-dire que les allocations sont réservées aux personnes en grande difficulté. Il faut que vous tombiez en dessous d'un certain seuil pour avoir accès à ces allocations. Bon, on pourrait dire que là, le système de protection sociale a plus pour fonction d'être une espèce de filet de sécurité qui empêche de tomber dans une trop forte pauvreté. Donc là, on n'est pas du tout dans un système d'assurance, mais dans un système d'assistance, qui peut en plus créer des formes de ressentiment de la part des gens qui sont juste au-dessus du seuil. C'est-à-dire si voilà, je sais pas, imaginons le seuil est à 1000 €, vous êtes à 1050 €, bah, vous n'avez pas droit aux allocations, vous êtes à 950 €, là vous y avez droit. Bon, les personnes qui sont juste au-dessus du seuil peuvent éprouver des formes de ressentiment vis-à-vis des personnes qui sont juste en dessous. Comme je l'ai dit, le modèle français, il est essentiellement bismarckien. On a globalement, le système français repose sur un financement par des cotisations sociales et privé sur les salaires, donc on a un système assurantiel et qui est géré par des partenaires sociaux et non pas par l'État. Alors il faut voir que le système a quand même pas mal évolué, surtout à partir des années 90. Au début des années 90, on a eu deux réformes importantes. D'abord,
c'est la création de la CSG, puisque là on complète le financement par l'impôt, ainsi que la création en parallèle des allocations de la sécurité sociale, la création du RMI, qui est devenu plus récemment le RSA, donc qui fait partie des minima sociaux, et là qui est une allocation d'assistance et non plus d'assurance, qui est octroyée sous condition de ressources. Donc on voit qu'il y a déjà eu une évolution du système, mais là, ce que veut faire le gouvernement, c'est vraiment passer à un autre modèle. C'est changer de modèle, quitter le modèle bismarckien pour aller vers un système financé par l'impôt et un système qui est étatisé. Il faut dire, dans les années 90-2000, le modèle beveridgien était très mis en avant, très prisé. Donc il s'agissait de prendre pour modèle le Danemark, la Suède, qui avait réussi un certain nombre de réformes assurant l'équilibre du financement de leur système, tout en préservant, si vous voulez, leur générosité. Donc on mettait en avant beaucoup ces modèles-là, mais c'était voilà, il y a 15 ans, 20 ans. Il y a pas mal de choses qui ont changé depuis la fin des années 90, début des années 2000, parce que là, aujourd'hui, le grand objectif des politiques publiques, c'est d'abord la réduction des dépenses publiques. Bon, c'est à partir de là qu'on peut voir la signification profonde de cette réforme. Donc cette idée d'un changement de système, avec très probablement un désir d'une évolution vers un modèle libéral, c'est-à-dire dans lequel, bon, bien entendu, on garde une protection sociale publique, mais d'une certaine manière de faible niveau, qui est réservée aux personnes les plus en difficulté, ou bien qui n'assure que des services de base, et pour le reste, il faut passer par des assurances privées. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les dépenses que nous faisons aujourd'hui, les cotisations que nous prenons aujourd'hui pour la sécurité sociale, même si la sécurité sociale n'existait pas, il faudrait bien les faire ces dépenses, parce que vous serez toujours malade, vous serez toujours vieux, quoi qu'il arrive, ça arrive. Donc il faut bien effectuer ces dépenses. Alors si on ne les fait pas auprès d'un organisme public, il faudra les faire par un organisme privé, avec le risque que les cotisations soient cette fois beaucoup plus élevées. Et l'autre aspect de la réforme, c'est l'étatisation, c'est-à-dire le fait de retirer le contrôle de la sécurité sociale aux partenaires sociaux, et en particulier aux syndicats, pour les placer sous le contrôle de l'administration. Donc là, c'est l'aspect beaucoup moins libéral de la réforme, l'aspect plutôt néo-jacobin du gouvernement actuel, qui entend recentraliser d'une certaine manière une partie des politiques publiques, en adoptant une forme d'opposition aux corps intermédiaires qui peuvent être représentés par les syndicats, avec l'idée d'une gestion centralisée et dans laquelle vous avez seulement l'État face aux citoyens. Bon, ça me semblait important de revenir là-dessus, d'insister sur la profondeur de ces transformations, de la signification que ça peut avoir, le changement de modèle qu'il y a derrière, parce que ça me semble assez peu mis en avant dans le débat public, à part 2-3 articles dans des journaux économiques. C'est quand même quelque chose qui n'a pas été énormément mis en avant ces derniers temps. Sans doute que ça reviendra en fin d'année, au moment où la réforme va commencer à être débattue au Parlement. Mais je pense que dès maintenant, il faut se renseigner, il faut réfléchir à tout ce qu'une telle réforme implique, notamment pour la façon dont nous envisageons la solidarité à travers la société française, à la fois la solidarité intergénérationnelle, donc c'est-à-dire entre les actifs et les inactifs, et une solidarité intragénérationnelle, mais entre les membres des différentes classes sociales. Et aussi, il faut se poser la question de quelle est la philosophie ou l'idéologie qui est derrière cette réforme. Quel est le modèle de société qu'on veut nous mettre en place à travers de cette réforme de la sécurité sociale. Bon, j'espère que tout ça a été suffisamment clair et que ça va vous donner envie peut-être de vous renseigner sur la question. Si vous voulez creuser toutes ces questions, vous renseigner davantage sur la protection sociale, je vous conseille de consulter l'ouvrage d'Espling Andersen, les 3 mondes de l'État-providence. Je me suis appuyé également sur l'ouvrage de Jean Hatzfeld, Du paupérisme à la sécurité sociale, qui retrace l'histoire de la création des caisses de prévoyance jusqu'à 1945, ainsi que l'ouvrage de Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale. Enfin, si vous préférez un format vidéo, vous pouvez regarder le film La Sociale, qui est sorti l'année dernière, donc qui relate en particulier l'histoire d'Ambroise Croizat, le ministre du Travail au lendemain de la guerre, qui a été à l'initiative de la création de la sécurité sociale. Je vous remercie et à bientôt.